Quelle politique pour promouvoir les chaînes de valeur africaines sur le coton? Les acteurs du domaine venus de l'Afrique ont identifié les priorités pour un développement durable des chaînes de valeur du coton. La réunion de haut niveau sur le partenariat UE-Afrique sur le coton a été présidée par le chef de l'État. Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, des experts ivoiriens et burkinabés chargés de la mise en œuvre du TAC sont réunis à Bobo-Dioulasso. Ils évaluent l'état de la mise en œuvre des recommandations issues des différentes rencontres organisées dans le cadre de ce traité. Et puis à Nako, dans le sud-ouest, la police a saisi près de 2 tonnes de chanvre indien le 23 mars dernier. Après les investigations, elle a pu arrêter les narcotrafiquants. Eux et leurs butins ont été présentés à la presse hier à Gawa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, le chef de l'État a présidé cet après-midi une réunion de haut niveau sur le partenariat Union européenne-Afrique sur le coton. Au terme d'une série de rencontres et de suivi du partenariat UE-Afrique sur le coton, les conclusions ont été présentées au cours de cette réunion. Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé à être le porte-parole des acteurs du textile auprès de ses pairs africains. Des précisions avec Jean-Hugues Bayala et Ernest Kambiri. Le coton. C'est près de 10 millions de personnes qui en dépendent sur le continent africain. Aujourd'hui, à la croisée des chemins, les acteurs de la filière se sont retrouvés ici à Ouagadougou pour promouvoir le coton textile habillement à la faveur d'une série de rencontres d'orientation et de suivi du partenariat Union européenne-Afrique plus de 10 ans après. Et au terme des échanges, il s'est agi pour les différents acteurs d'identifier et de sélectionner les priorités sous forme de politique de défense des chaînes de valeur africaines. Il y a eu un échange sur des retours d'expérience, ce qui a bien marché, sur la professionnalisation, sur la privatisation des entreprises, sur les conditions pour que ça marche bien, ce qui a moins bien marché, sur les défis qui restent à relever. Et ces 3 jours de discussion ont donc abouti à des recommandations. Pour mieux défendre les chaînes de valeur du coton sur le continent, les acteurs ont recommandé, entre autres, que des actions prioritaires pour plus de productivité du coton sur les terres arabes soient prises et que l'éducation sur les métiers de l'agriculture et surtout la transformation du textile africain soit une réalité en commençant par les pays africains. Venez revigorer les acteurs de la filière à ce rendez-vous de Ouagadougou consacré aux perspectives. Roch-Marc Christian Kaboré est revenu sur les réformes opérées dans le secteur, saluer les efforts et le dynamisme des braves cotonculteurs africains avant de donner sa vision pour plus de compétitivité du coton africain. Au terme de 14 ans de mise en œuvre du partenariat Union européenne-Afrique sur le coton, il était temps d'évaluer le chemin parcouru, les acquis engrangés, les défis qui restent à relever, et ils sont nombreux. Il convient également, dans une démarche prospective, d'explorer de nouvelles pistes et de définir les voies et moyens pour dynamiser le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne sur le coton. Pour ma part, il nous faut engager la nécessaire transformation du coton car son potentiel de création d'emplois et de richesses est énorme. À cet effet, il convient de renforcer les institutions réglementaires et organisationnelles afin de faciliter une plus grande participation des organisations du secteur privé et des producteurs dans la chaîne de valeur du coton. Coordonner et motiver les différents acteurs pour financer les grandes exploitations cotonnières mécanisées et les usines d'égrainage, tout en ayant en vue l'appui nécessaire à la recherche et à la vulgarisation cotonnière. Pour y arriver, le chef de l'État appelle à plus d'efforts concertés des parties prenantes et des principales institutions pour faire l'analyse et la hiérarchisation des défis et des opportunités à même de faire du coton une culture stratégique majeure pour atteindre les objectifs de développement économique et social des États africains. Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé à être le porte-parole de cette rencontre auprès de ses pairs africains pour une meilleure promotion et protection du coton africain. La dette intérieure du Burkina Faso est bien gérée selon les experts du Fonds monétaire international. Les experts du FMI sont parvenus à une telle conclusion après avoir fait le diagnostic de la dette intérieure du Burkina Faso à la demande du Premier ministre. Hier, ces experts sont allés présenter les résultats de leur travail à Paul Kabatseba, Kwale Nebié, Ismaël Diloma Sirima. Après ces poignées de main, place aux travaux. La délégation du Fonds monétaire international, la FMI, présente à Paul Kabatieba les résultats du diagnostic de la dette publique du Burkina.
Notre diagnostic, c'est que la dette est bien gérée, le niveau est très bas et puis il y a une bonne base en place au niveau des différentes administrations qui participent à la gestion de la dette publique. C'est de voir dans quelle mesure pour élever un peu le standing de la gestion de la dette publique au Burkina. Et pour mieux soutenir le Burkina à gérer sa dette publique, le FMI entend miser sur la formation. Vous savez que dans les universités, il n'y a pas vraiment une filière qui s'occupe de la gestion de la dette publique. C'est souvent sur le tas que ceux qui sortent des universités apprennent. Donc le FMI, avec les expériences acquises dans les autres pays, peut mettre à profit ces expériences en donnant des cours. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, le FMI réaffirme sa volonté d'accompagner le Burkina pour mieux comprendre les contours des différentes promesses de financement. Le ministère en charge des Finances organise une formation au profit de ses agents chargés de l'exécution des projets et programmes financés par la Banque islamique de développement. La formation porte sur les procédures de mobilisation et de décaissement des fonds octroyés par la Banque islamique de développement. La formation se tient depuis hier à Koudougou. Le reportage de Daouda Ouattara et Oumar Zombri. Ces acteurs interviennent tous dans la chaîne de gestion des financements des projets et programmes de la Banque islamique de développement BID. Ils renforcent ici leurs capacités en vue de maîtriser les différentes procédures de la BID afin d'accroître les taux de décaissement. Il y a des approbations, c'est important, mais il faudra en retour que l'argent vienne vers le pays. Mais l'argent ne peut venir vers le pays que si les acquisitions sont faites dans de bonnes conditions. S'il y a des retards dans les acquisitions, il n'y a pas de décaissement. C'est ça qui montre, si vous voulez, ce qui caractérise la performance du portefeuille. Actuellement, la BID a un portefeuille de 25 projets dans plusieurs domaines avec un coût évalué à plus de 300 milliards de francs CFA, sans compter une promesse de plus de 1000 milliards en soutien au PNDS. La Banque islamique de développement s'est engagée à accompagner le Burkina Faso à hauteur de 1150 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien. Donc c'est une des mesures de la qualité donc, de notre coopération. Mais il faut dire que cela se traduit également dans ce que nous avons déjà fait par le passé. Et nous avons dit que c'est 1 millier de milliards de francs CFA de financement que l'institution a accordé à notre pays depuis 1979. Au cours des travaux, les participants seront confrontés à des cas pratiques. Et à l'issue de cet atelier de 3 jours, ils seront suffisamment outillés pour maîtriser parfaitement les procédures de mobilisation et de décaissement des financements de la BID. Avant de poursuivre ce journal, dans un communiqué, le ministère de la Sécurité dit avoir constaté qu'un message faisant état de risque d'attaque imminente des lieux très fréquentés circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Ce ministère tient à interpeller les initiateurs de ce message, tendancieux à arrêter leurs manœuvres dont le seul but est de semer la psychose. Il rassure les populations des villes et des campagnes qu'il n'en est rien et les invite à vaquer tranquillement à leurs occupations. Par ailleurs, il rappelle aux citoyens que la vigilance et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité doivent être des comportements de tous les jours pour un Burkina Faso de paix et de sécurité. Intéressons-nous à présent au traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des experts ivoiriens et burkinabés chargés de la mise en œuvre du TAC sont réunis à Bobo-Dioulasso. Ils évaluent l'état de la mise en œuvre des recommandations issues des différentes rencontres organisées dans le cadre du TAC. Le reportage de Karim Ilboudo et Amadou Lougui. Depuis la signature du traité d'amitié et de coopération en juillet 2008, c'est la première rencontre du genre du comité conjoint chargé d'examiner les décisions et recommandations prises dans le cadre de ce traité. Les experts des deux pays vont examiner point par point l'état d'avancement des différents domaines, qu'il s'agisse de la diplomatie, de la défense, de la jeunesse, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse des questions d'urbanisme. Bref, tous les points seront examinés pour que nous puissions aller de l'avant dans cette coopération qui tient à cœur et qui permet une meilleure intégration entre nos peuples et nos États. Cette coopération bilatérale permet aux deux pays frères d'imprimer une nouvelle dynamique de partenariat, une dynamique fondée sur des valeurs de progrès et de solidarité. Déjà, vous avez vu qu'au plan culturel, les choses sont parfaites, puisque récemment, vous avez
assisté au FESPACO où le président Ouattara était l'invité d'honneur. Nous avons d'autres questions, la concertation politique entre nos deux dirigeants, qui sont entre nos dirigeants, c'est-à-dire entre nos deux chefs d'État, qui sont des concertations permanentes sur des questions à la fois politiques, sur des questions diplomatiques, mais aussi sur des questions régionales et même internationales. Les projets de rénovation du chemin de fer et de construction de l'autoroute entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font partie des défis majeurs du moment. Selon ces experts, les deux pays continuent de rechercher les financements pour concrétiser enfin ces deux projets. Dans l'actualité également, le chef de file de l'opposition politique burkinabé à la rencontre de la Société des éditeurs de la presse privée. La rencontre s'est tenue ce matin au Centre national de presse Norbert Zongo. Une occasion pour la presse privée de présenter ses préoccupations actuelles à Zéphirin Diabré. Et la principale préoccupation de la presse privée, c'est la question des factures impayées par l'État d'une valeur de près de 304 millions de francs CFA. On fait le point avec Césaire Carfo et Nyarki Teda. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé rend visite à la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée. Cette visite est guidée par le développement des récentes actualités qui indiquent que certaines entreprises de presse sont dans la tourmente et risquent de disparaître si rien n'est fait. Il est apparu qu'un certain nombre d'organes de presse sont en train de mettre un peu la clé sous le paillasson. La presse est un instrument, est un pilier de la démocratie. Donc quand on assiste à la disparition notamment de journaux, au niveau de l'opposition, nous sommes inquiets. Après une séance de travail dans la convivialité, la CEP a fait un tour d'horizon des problèmes que vivent les entreprises de presse. Les questions de trésorerie qui font que certains organes de presse suspendent leurs activités. Il y a les questions aussi des factures impayées dues par l'État. Nous n'avons pas manqué non plus d'aborder d'autres questions structurelles liées à la fiscalité applicable aux entreprises de presse. Pour le chef de file de l'opposition politique, il y a des problèmes. Il se propose alors d'être leur porte-voix pour faire entendre raison au gouvernement. Je vais joindre ma voix donc à la leur et celle de la voix de toute l'opposition pour vraiment demander au gouvernement de regarder ce dossier-là de très près et de faire en sorte que des mesures soient prises pour que ces factures-là soient appuyées. On parle de quelque chose d'autour de 300 millions de francs CFA. Par exemple, la question de la TVA. En principe, la TVA, on la collecte dans un sens avant de la payer. Or, apparemment, on l'a fait payer même avant de l'avoir collectée, ce qui leur crée quand même des soucis. C'est une visite qui a été du goût de la CEP. Les responsables de la société voient en cette visite une contribution qui va faire bouger les lignes au bonheur de la presse burkinabé, notamment la presse privée. Le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice a effectué sa rentrée politique ce 30 mars à Ouagadougou. Une occasion pour le PITJ de donner sa lecture de la situation politique nationale. Et pour le président de ce parti, Soumane Touré, le Burkina Faso est dans une impasse politique. Il n'a donc pas hésité à tirer à boulet rouge sur le parti au pouvoir et sur les CFOP. Mathias Drabo et Pascal Kani. Le Burkina Faso est dans l'impasse politique selon le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice PITJ. C'est la lecture que fait le président de ce parti ici à sa rentrée politique. Soumane Touré tire à bleu rouge sur la majorité et les CFOP et dépeint un tableau sombre de la situation politique avant d'exposer sa vision. S'il le faut, on installe un Sénat. L'installation du Sénat avait déjà commencé avec l'élection au niveau régional des sénateurs. Pourquoi ne pas compléter? Le reste, ce sont des désignations. Pourquoi ne pas désigner que le Sénat ait un président et qu'il devienne le chef de l'État pour conduire une vraie transition? C'est ça notre vision des choses, c'est notre réclamation. Maintenant, l'affaire du régime parlementaire, là, ça c'est encore une tentative de manipulation de la Constitution de la 4e République. C'est tout. À cette rentrée politique, les militants ont rendu hommage au fondateur du parti, Amirou Tombiano, ainsi qu'à leurs camarades disparus. Troisième jour du procès de l'affaire dite de Nimdi, 6 soldats étaient à la barre ce jeudi matin. Et sur le chef d'accusation de désertion en temps de paix, ils ont rétorqué n'avoir pas déserté en temps de paix puisque la période concernée n'était ni de paix ni de guerre selon eux. Ces accusés disent également avoir subi des tortures pendant les enquêtes préliminaires. Plus de détails avec Ibrahima Sombier et Zoubaviel David Adabiri. Appelé à la barre pour livrer sa version sur les faits de désertion en temps de paix, le caporal Isiaka Ouedraogo reconnaît avoir déserté
mais pas en temps de paix, précise-t-il. Le soldat soutient que juste après la dissolution du RSP le 25 septembre 2015, les bombardements du camp Nabakoum 2 et la traque des militaires de l'ex-RSP, aussi bien par la population que par les forces de sécurité, n'étaient pas de nature à le rassurer, et ce, malgré le fait qu'il ait rejoint son nouveau poste d'affectation. Pire, selon le caporal, la gendarmerie a effectué une descente musclée à son domicile en vue d'une perquisition. Il a alors vu ses meubles saccagés et surtout ses enfants violentés sous prétexte d'une recherche d'armes. Craignant pour sa vie donc, il aurait trouvé refuge en République de Côte d'Ivoire. Un avis soutenu par Maître Olivier Yelkouni qui estime pour sa part que si le Burkina Faso n'était pas en guerre en septembre 2015, l'on ne peut non plus parler de paix en cette période. Pour l'auxiliaire de justice, une chasse aux éléments de l'ex-RSP était manifestement visible et les conditions de sécurité trop précaires pour parler de paix. Pour le commissaire du gouvernement, je cite, « Ils ont eu peur qu'on leur serre ce qu'ils ont eu à servir ». Une citation qui conforte les avocats de la défense dans leur conviction que beaucoup voulaient en découdre avec les éléments de l'ex-RSP, en l'occurrence les gendarmes. Les 5 autres prévenus appelés à la barre en ce 3e jour de procès ont tous relaté des traitements déshumanisants que les gendarmes leur auraient infligés lors des enquêtes préliminaires et les détentions préventives. Le soldat de 2e classe Siedou Soulama évoque l'arrestation et la détention de son père par la gendarmerie pour faire pression sur sa personne. Des propos auxquels le parquet a réagi en affirmant avoir en son temps demandé la libération pure et simple du prévenu. Fort de ces aveux, les avocats recusent tous les procès-verbaux des enquêtes préliminaires et demandent à ce que le tribunal s'en tienne aux déclarations à la barre. Le procès continue demain avec les auditions des prévenus. Autre point de l'actualité, face aux nouveaux défis et attentes du monde du travail, les contrôleurs et inspecteurs du travail mènent la réflexion en vue d'y apporter des réponses appropriées. Ils sont venus à Ouagadougou de toutes les régions du Burkina Faso pour leur conférence nationale. En 48 heures, ils devront identifier les solutions et les stratégies pour l'édification d'une administration du travail sans faille au Burkina Faso. Pawadrogo Jansongo, Abdelaziz Yadjibou. Avec comme facilitateur le ministre de tutelle lui-même, les inspecteurs et contrôleurs de travail échangent sur les nouveaux défis et préoccupations du monde du travail. Ils se proposent de définir des voies et moyens pour asseoir une administration de travail plus efficiente et mieux adaptée aux réalités du moment. Une administration plus apte à intervenir dans l'économie informelle et à gérer avec efficacité les questions de mutualité et d'assurance maladie. Le monde du travail lui-même évolue. Globalement, il évolue à l'aune donc des technologies, des nouvelles technologies, de la communication, de l'information, et également à l'aune de la mondialisation. De plus en plus, le marché du travail lui-même s'est aussi mondialisé. Donc, il y a de nouvelles situations qui apparaissent, de nouveaux enjeux, de nouveaux paradigmes qui rendent nécessaire donc que l'on fasse le point de la situation pour voir ensemble de quelle manière l'administration du travail se réorganise, se redéploie pour pouvoir faire face à ces nouveaux défis. Dans un contexte national marqué par une augmentation fulgurante du nombre d'entreprises et donc de travailleurs, il est attendu de ces assises des propositions assorties de recommandations pour garantir un environnement de travail plus sûr et plus sain. C'est une réalité. Les routes du Burkina Faso sont dégradées à plusieurs endroits. Mais cette situation devra connaître un changement avec le lancement des travaux d'entretien courant sur les réseaux routiers nationaux. Le coût de ces travaux s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA. Le lancement de ces travaux a été fait ce matin même à Ouagadougou par le ministre des Infrastructures. Le reportage de Paul David Bambara et Maïmouna Traoré. Le réseau national routier est fortement dégradé à certains endroits. Nous sommes sur la route nationale numéro 6, Ouagaleo, non loin de l'hôtel Laïko. Il s'agit là du lancement des travaux d'entretien courant pour rendre les routes praticables et préserver les infrastructures. L'entretien courant d'urgence, c'est un certain nombre de tâches, dont la plus connue est le bouchage des nids de poules, mais il y a d'autres types de tâches, comme la construction d'ouvrages de franchissement. Depuis 2013, ces travaux ne se sont plus effectués de façon normale. En 2016, nous avions entamé quelques travaux compte tenu des contraintes budgétaires, mais
À partir de maintenant, nous allons faire en sorte que l'ensemble du réseau de routes bitumées, toutes ces routes vont bénéficier de ce programme d'urgence d'entretien courant. Ces travaux sont exécutés sur l'ensemble du réseau routier national. Pour le ministre des Infrastructures, plusieurs facteurs concourent à la dégradation des routes. Le non-respect des règles de la charge à l'essieu qui font que de nombreux véhicules au grand gabarit surchargés abîment en tout cas le réseau. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de dire que quelquefois, la construction des routes aussi a péché par endroits, soit par un manque de rigueur dans le suivi, soit en tout cas par l'usage de matériaux défectueux ou le non-respect de certaines normes techniques. Le coût total des travaux s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA. Près de 70 entreprises sont mobilisées. Comme déjà dit, s'il y a un phénomène qui contribue à la dégradation des routes, c'est bien la surcharge. Et pour combattre ce phénomène, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a élaboré le règlement 14. Il s'agit d'une disposition qui permet de mener concomitamment des actions de lutte contre la surcharge dans tous les pays de l'UEMOA. Ce règlement entre en vigueur le 1er avril prochain et les acteurs du transport ont tenu une rencontre à Ouagadougou pour se préparer. Issaka Ouedraogo et Tanga Kafando. Les acteurs du transport routier du Burkina se concertent en vue de l'application du règlement 14 de l'UEMOA, une disposition qui harmonise les normes et procédures du contrôle des gabarits, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans l'espace communautaire. Et le Burkina, de par sa position géographique, paie le plus lourd tribut des surcharges et veut donner l'exemple. Nous voulons montrer que le Burkina Faso, en tout cas, est prêt à l'application du premier, mais il faudra que tous les 8 pays de l'UEMOA, le Ghana et la Guinée-Conakry, nous puissions ensemble appliquer de façon concomitante. Le règlement 14 entre en vigueur le 1er avril prochain et pour accompagner les acteurs, le gouvernement burkinabé a pris des initiatives. Le Burkina Faso, pour sa part, nous avons accompagné les opérateurs, les transporteurs en leur ouvrant l'acquisition des camions, de 950 camions hors taxes, hors douane. Et pour une idée, il faut dire que cela a coûté environ 25 milliards à l'État pour accompagner les opérateurs. Sur 162 000 véhicules lourds de transport de marchandises contrôlés en 2016, 7 615 sont en surcharge et 43 en extrême surcharge. En santé, le processus continue pour la soumission de la candidature du Burkina Faso à la plateforme d'optimisation de la chaîne de froid 2018-2022. Cette plateforme relève du domaine de la vaccination et le Burkina Faso soumettra sa candidature en mai prochain à Genève. Pour l'heure, il est question de finaliser les documents relatifs, d'où la tenue d'un atelier à Ouagadougou organisé par la direction de la prévention par les vaccinations. Plus de précisions avec Césaire Carrefour et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Ces équipements spécifiques sont homologués par l'OMS et répondent à des normes pour que les vaccins soient bien conservés et délivrés aux populations. Avec l'évolution de la technologie, ces équipements ne sont plus recommandés. Pour remédier à la situation, le Burkina Faso décide, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, de soumettre sa candidature à la plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne du froid pour l'année 2018-2022. Et ces acteurs du domaine réunis ici à Koudougou ont 5 jours pour finaliser les documents pour la soumission prévue en mai 2017. Sur les 2228 centres de santé du Burkina, il y a 228 qui n'ont même pas d'appareil d'abord. Et ceux qui disposent d'appareils, ce sont des appareils à gaz, c'est-à-dire à absorption, donc qui sont utilisés par le gaz. Nous avons la chance, notre pays est éligible à Gavi Alliance, qui permet au pays de monter des dossiers et de soumettre. Si nous réussissons à cette plateforme-là, déjà, ça permettra à notre pays de se doter de 1100 appareils et équipements qui répondent totalement les derniers recours, qui permettent de conserver le vaccin. Et même quand il y a coupure de courant, ça peut, pendant des jours, ce vaccin peut être conservé. Prennent part à cet atelier aussi les pays frères comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et la République centrafricaine pour s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso.
L'exploitation sexuelle est l'une des graves violations des droits de l'enfant. Le phénomène a pris une ampleur considérable au Burkina Faso, selon une étude menée par une ONG de la place. L'étude a été menée en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Les deux parties se sont retrouvées à Ouagadougou pour présenter un rapport de suivi des actions de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Des précisions avec Zalissa Sanfo. Dans ce document, les acteurs de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont consigné les différentes actions menées dans la lutte contre ce fléau au cours de l'année écoulée. Des actions qui font suite au rapport des ONG EPACT France et EPACT Luxembourg de 2014 qui stipule que sur 243 filles en situation de prostitution, 51% déclarent la prostitution comme leur première source de revenus et 39% de ces prostituées ont au moins un enfant. Le rapport s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de tous les engagements nationaux et internationaux du pays, donc du Burkina Faso, dans la lutte contre l'exploitation des enfants, notamment à des fins commerciales dans le secteur du tourisme et du voyage. Et pour rendre plus accessible ce rapport, par les praticiens sur le terrain, il a fait l'objet de synthèse issus d'un plan d'action sur les 3 prochaines années, 2018-2020. Accessibilité qui implique la participation de tous. Nous commençons toujours dans les interventions à travers la prévention. Donc il s'agit d'informer l'ensemble des partenaires, les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les enfants, d'abord porter à leur connaissance l'ensemble des informations, les résultats et les recommandations. Et maintenant, après ce travail, c'est-à-dire mettre en œuvre les plans d'action qui ont été élaborés. Ce rapport recommande le renforcement du système de protection de l'enfant en termes de couverture géographique. Un autre phénomène auquel sont exposés les enfants, c'est bien la consommation de la drogue, un produit qui parvient à entrer illégalement au Burkina Faso. À Nako, dans le sud-ouest, la police a saisi près de 2 tonnes de chanvre indien le 23 mars dernier. Mieux, après les investigations, elle a pu arrêter les narcotrafiquants. Eux et leurs butins ont été présentés à la presse hier à Gawa. Oumarou Sayon et Jacques Ouedraogo. Environ 2 tonnes de chanvre indien saisies par la police nationale de Nako dans la province du Poni. Une opération rendue possible grâce à une franche collaboration de la population. Depuis un certain temps, nous recevons des informations faisant état du trafic de chanvre indien dans la zone. Nous avons mené des investigations qui nous ont permis d'identifier une cour d'habitation où s'effectuait le stockage. Et la visite domiciliaire nous a permis de saisir les 20 sacs de chanvre indien que vous voyez, soit 1700 kg. Première du genre selon les agents de sécurité de Nako, cette opération est saluée ici à sa juste valeur par la direction régionale de la police du Sud-Ouest. J'adresse mes encouragements au commissariat de police du district de Nako pour le travail abattu et pour leur perspicacité, parce que c'est vrai, vous savez que les trafiquants sont très rusés, ils jugent de techniques, de tactiques pour dissimuler leurs marchandises. Les forces de sécurité invitent par ailleurs la population à plus de collaboration, chose qui contribuera à mettre fin aux activités illicites dans la région du Sud-Ouest. Un mot sur l'actualité à l'étranger. Aux États-Unis, Donald Trump continue difficilement son combat pour faire passer son décret sur l'immigration. Un combat difficile puisque pour la 2e fois, le juge fédéral d'Hawaï s'est opposé à ce décret. Le bras de fer se poursuit entre la Maison-Blanche et un juge fédéral d'Hawaï. Le juge Watson a reconduit la suspension de la nouvelle mouture du décret migratoire de Donald Trump sur l'ensemble du territoire américain qu'il avait ordonné 2 semaines auparavant, et de citer la clause d'établissement du premier amendement de la Constitution, explication par le procureur général Doug Chin. Il n'est pas inhabituel du tout dans un dossier portant sur la clause d'établissement de n'avoir qu'un nombre réduit de personnes qui sont touchées. Mais puisque c'est leur liberté de culte qui est menacée, alors c'est suffisant pour soulever un argument de violation constitutionnelle.
Les deux versions de ce décret migratoire voulu par Trump ont été sévèrement critiquées car elles ont été interprétées comme un acte dirigé envers les musulmans désireux de se rendre aux États-Unis. Dans sa première contestation, le juge Watson avait considéré plausible de conclure que cibler l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Soudan et le Yémen revenait à cibler l'islam. Dernier élément de ce journal, les parutions de ce 30 mars rapportent la suite du procès sur l'attaque de Yimzi. Autre fait analysé par les journaux, c'est la version de Kinshasa sur la mort des émissaires onusiens. Voici la revue de presse de Toboum Evelyne Dabiri. 29 mars, deuxième jour du procès, plusieurs accusés ont comparu à la barre, chacun y partant de sa version des faits, écrivent les quotidiens. Aujourd'hui, Ofaso fait le point. Tous reconnaissent la désertion en temps de paix, mais en ce qui concerne l'attaque de Yimdi, les aveux diffèrent, explique ce journal qui poursuit. D'aucuns étaient pour, certains contre, les derniers ignoraient le projet. Le quotidien précise les avis des accusés. Quand le sergent-chef Ali Sanoum a parlé du coup qui consistait à attaquer Yimdi afin de libérer les généraux détenus, j'ai accepté, affirme Bienvenu Kam. Même aveu de Hamidou Drabo qui reconnaît l'accusation de complot militaire et le vol aggravé. Bouré Mazouré, quant à lui, dit ignorer les faits. Et désaccord de Djimandine Napon avec le projet car, affirme-t-il, j'ai dit que ma femme était enceinte et que je ne pouvais pas, lit-on dans l'Observateur Palga. Le pays remarque qu'en ce deuxième jour de procès, Yacouba Isaac Zida a encore été cité. Bouré Mazouré a confessé que sa désertion est liée à la menace que constituait Zida pour lui. Si Zida te propose quelque chose et que tu refuses, il faudrait t'attendre à ce qu'il t'arrive quelque chose. Zida est mon chef militaire, je le connais très bien, affirme-t-il dans l'Observateur Palga. Ce procès se poursuit ce 30 mars. Autre fait d'actualité, la version de Kinshasa sur l'assassinat des experts onusiens. Kinshasa a tranché, le pouvoir étranger à ces macabées, les policiers ne seraient pas responsables de ces morts, rapporte aujourd'hui Ofaso. Le gouvernement de la RDC pointe un doigt accusateur des miliciens, écrit Le Pays. Mais à qui profite ce crime, interroge ce journal. Pourquoi surtout le pouvoir congolais ne veut-il pas d'une enquête internationale? Une danse de questions sur des macabées conclut aujourd'hui Ofaso. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la RTV et à très bientôt.